Bon, déjà, je veux vous dire merci d'être là, mais en votre nom, je vais aussi commencer par dire un grand merci, Madame, pour votre venue aujourd'hui à Tours, pour cette rencontre. Merci de m'avoir invité. Rencontre pour laquelle toutes les trois, nous vous avons lu et relu, si bien que nous avons l'impression tout à fait d'être familières avec la vallée de la Santoire, car c'est un peu plus loin là-bas. Sous la neige aujourd'hui. Oui, sous la neige. Nord-Cantal, votre pays d'origine, et qui, les récits ne s'y déroulent pas, est rappelé comme ça par des noms propres de personnages. Et aussi parce que nous sommes imprégnés du monde que vous avez créé. Et c'est sur ce monde-là que nous allons vous interroger, je préviens tout le monde. D'abord sur la manière avec laquelle vous l'avez fait, le style, le vocabulaire, le tissage dans la narration, chacune sa question. Et puis après, nous passerons au thème qu'on a trouvé le plus frappant dans les différents livres. Quand nous lisons un extrait, nous citons un livre, nous disons juste le nom, nous ne faisons pas d'études particulières des livres. Mais c'est une vue globale de votre œuvre à ce jour qui nous intéresse. Voilà. Après, quand on aura fini nos questions, on vous passera la parole et vous pourrez aussi en poser. Voilà, bonne séance à tous. Madame, si vous voulez répondre, je vous laisse répondre, sinon ce sera Geneviève qui va commencer la lecture et vous qui allez lire, je crois. Moi, je voulais simplement réitérer mes remerciements. Très heureuse d'être ici avec vous. Allons, c'est parti. Alors, nous allons donc d'abord parler de votre style d'écriture, et dans ce qui m'a particulièrement moi frappé, c'est le rythme dans vos textes. Alors, il y a par exemple de très longues phrases, parfois sans ponctuation, qui intègrent les dialogues, et je voudrais vous passer la parole pour en donner un exemple. C'est tiré de Nos vies. Et nous sommes à un repas de communion. Bon, moi, je vais lire debout et à voix haute. Vous m'entendrez mieux. Donc, en effet, les repas de communion, ça fait partie, de ce que j'appelle ma quincaillerie catholique, qui résurge constamment à l'écriture. Il y a un retour qui va être très gênant pour tout le monde. Hein. On va couper. Il faut les couper. On va couper. Et on va voir si vous entendez bien. Sans micro, on se passe de micro. Ce sera plus simple. Mes parents avaient invité la famille proche et les demi. Les demi sont des amis. Je garde de ce repas au restaurant du Bourg, dans une vaste salle réservée à notre tablé et ouverte sur un jardin festonné d'iris mordorés, un étrange souvenir de lévitation intérieure, de délicieux vertiges, tandis qu'autour de moi, les uns et les autres se récriaient, sur mes cadeaux exposés comme il se doit dans le vestibule attenant à la salle à manger, sur le menu, parfait, tellement parfait, on ne saurait pas mieux faire chez soi, et ça donne tellement de peine, mieux vaut laisser travailler les professionnels, surtout si on a les moyens. Sur le temps, pour cette fois à l'unisson, vous vous souvenez pour les jumeaux, une pluie et un vent froid, on se serait cru à la Toussaint. Et aussi sur Denis, mon frère aîné, rougissant aux côtés de sa fiancée, Babette, une fille du pays, la prochaine fête de famille serait une noce. Merci. Ceci étant une seule phrase. Je voudrais, dans le même genre de grande ondulation, si vous voulez le lire aussi, c'est un petit peu avant, nous sommes toujours dans Nos vies, et une rupture amoureuse à partir de Caroline. Un foudroiement amoureux. J'ai senti passer sur moi, m'inonder et me traverser, et me transpercer, et me clouer, me trouer, me caresser. Cette lumière, cette onction, ce rayon, cette coulée.
coup d'épée, coup de projecteur, coup de foudre, glaive de feu, ordalie. On appelle ça comme on veut, comme on peut. J'ai beaucoup cherché mes mots sans les trouver tout à fait. Donc, à ce style de phrase en grande ondulation, que je nommerai assez grand legato, peut se juxtaposer, enfin, on trouve aussi des phrases, je dirais, en staccato, c'est-à-dire très courtes, et qui, je vous donne là peut-être, je vais le lire moi-même parce que le texte est court, nous sommes dans les sources, cette femme est battue, maltraitée par son mari, elle a un corps saccagé, son premier corps, le vrai, celui d'avant, est caché là-dedans, terré, tapi. Il dit, tu ressembles plus à rien. Il dit, tu pues, ça pue. Et il s'enfonce. Staccato. Mais il y a aussi des phrases qui sont comme en suspens. Et c'est un mouvement comme de syncope, on pourrait dire, ou ta, ta, ta. Et vous n'avez pas le ta, ta. C'est vrai, ta, ta. Et donc je donne un exemple. Nous sommes dans l'annonce. Paul le frère a passé une annonce et n'est plus à table avec ses deux vieux oncles et sa sœur. Je lis, la place du frère était là, restait là, marquée comme en attente. On ne changeait rien, on ne changerait rien. Qui savait le fin mot de l'histoire? Et si? Un autre exemple. Cette femme qui a répondu à l'annonce n'est plus toute jeune, se pose des questions. Les seins qui pouvaient être enviables, encore, mais. Donc on est là, ta, 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 peut-être à nous deux, ta, ta. Ce que je vous demanderai, c'est que cette grande musicalité qu'il y a dans vos textes, où le lecteur est poussé à une lecture orale, à respirer, à marquer des silences, des soupirs, des pauses, est-ce la même chose pour l'écriture? Entendez-vous, écoutez-vous vos textes? Alors, mes textes tous, même les sources, donc il y a une place un peu particulière hein, dans mes chantiers. Je pourrais peut-être y revenir rapidement, mais la façon de travailler est toujours la même, c'est-à-dire qu'il y a un premier jet, le plus souvent papier-crayon, et que je qualifie volontiers d'extrêmement organique et instinctif, très peu, enfin pas du tout même maîtrisé et prémédité, voilà. Et donc en général papier-crayon, mais pas pour les sources, pour le coup. Donc il y a ce premier jet et ensuite ce premier jet donc il est silencieux. Il n'y a guère que lui qui soit silencieux. Parce qu'ensuite tout le travail se fait à voix haute. Alors quand j'ai commencé à écrire, cette phase du travail à voix haute intervenait tardivement dans l'écriture. Elle a toujours été là, hein, mais elle était tardive. Et ça fait maintenant très longtemps que j'écris, hein, puisque j'ai commencé en 96. Et au fil des années, en fait, je me suis rendu compte que cette nécessité de travailler chaque phrase, chaque mot, chaque signe de ponctuation, à voix haute, en la faisant passer donc la phrase, en faisant passer le mot, le signe de ponctuation, par ce que j'appelle le tamis du corps, l'instrument du corps, le corps comme instrument de travail, donc instrument de musique devrait-on dire, mais enfin oui, si j'étais musicienne ça se saurait, hein. Donc instrument d'écriture, le corps s'est absolument imposé. Et maintenant en fait, très très vite, quasiment dès la première relecture, je lis à voix haute. Vous voyez, pour commencer à ajuster, malaxer, déplacer, raboter, bon, voilà. Et ça se fait comme ça en, si vous voulez, en combien de fois, je suis absolument incapable de vous le dire. Ce que je peux vous dire, c'est que, à l'exception des sources, donc, entre le moment où je pose ce premier jet, hein, donc, c'est un terreau textuel, ce premier jet, c'est une matière textuelle qu'ensuite je vais retravailler. Entre le moment où je pose ce premier jet et le moment où je lâche le texte, je dis pas qu'il est fini, hein,
où je lâche le texte pour publication, il se passe entre 2 années et 2 années et demie, à peu près. Voilà, hein, à l'exception des sources. Et il y a de longs temps de pause. Ça, c'est fondamental. Vous voyez, il y a le premier jet organique, ensuite le travail à voix haute, avec le corps comme instrument. Alors le corps, c'est pas seulement la voix, bien entendu, on est bien d'accord. C'est le souffle, ça met en jeu toute la bête. Hein, voilà. Et il y a des temps de pause. Voilà, hein, entre 2 moments de relecture et de retravail. Je laisse poser le texte. Alors, j'ai toujours plusieurs chantiers en cours. Et j'ai aussi une vie de professeur. Et voilà, je suis pas 15 heures par jour devant ma table d'écriture. Donc, voilà, il y a des temps où je touche pas au texte, il bouge dans le noir. Hein. C'est-à-dire que les fichiers mentaux continuent à tourner là-dedans. Vous voyez, hein, voilà. Hein. Mais je n'y touche pas. Et quand je le reprends, il y a des points qui se sont soulevés, d'autres aspérités qui ont disparu, des directions qui ne s'ouvraient pas que je vois s'ouvrir, et ça se fait comme ça en se faisant d'une manière quand même assez opaque, à la fois très volontaire, parce que j'essaie de tenir la moindre virgule, le moindre point virgule, voyez, hein, et aussi d'une façon très, qui me dépasse, voilà. Hein. Et si vous permettez, je vais vous citer un exemple très précis parce qu'il m'a sauté à la gueule hier. Là-dedans, vous voyez, ça c'est un texte court que j'ai écrit qui accompagne des photos de paysannes que vous allez reconnaître. Hein. D'ailleurs, j'ai intitulé le texte « Je les reconnais ». Elles sont dans leur cuisine, elles sont frontales, elles sont nées entre le début du siècle et 1940, quoi. Voilà. Hein. Et elles ont eu la vie que j'eusse eue si j'étais née 20 ans plus tôt. Et on me demande d'écrire. Bon, j'écris parce que je les reconnais. D'ailleurs, j'écris un texte qui s'intitule « Je les reconnais ». Voilà. Et dans ce texte que j'intitule « Je les reconnais », il y a ça. Vous allez voir. Il y a ça. Je suis pas fière de moi, mais voilà, c'est comme ça. Et ça va vous montrer comment ça marche. Il y a un paragraphe sur les torchons. Il y a une mince épopée des torchons. Parce que, comme elles sont photographiées dans leur cuisine, ces femmes, elles ont des torchons. Forcément, dans leur cuisine. Hein, bon. Et il y a cette phrase que j'ai écrite, hein, je me revois encore, pratiquant ce que je viens de vous dire, là. Hein. Alors, donc, les torchons. La machine à laver les brasses à 60 degrés au moins. Bon, là, il y a un point virgule. Bon. On peine désormais à les étendre sur le fil au jardin. C'est trop haut, c'est trop loin, on n'a plus le pied assez sûr. Bon. Alors, vous voyez, il y a un point virgule après au moins. Et entre les deux, ce sont des virgules. Les étendre. Les écarter. Vous voyez? Voilà, là, je me suis manqué. Je l'ai pas entendu. Je l'ai pas entendu. Les étendre, je sais qu'en langue, en langue correcte, on dit étendre la lessive. Mais moi, j'aime dire écarter la lessive. D'ailleurs, de manière vernaculaire, dans le milieu dans lequel j'ai grandi, on écartait, on n'étendait pas. Hein. Et on écarte parce que le corps est là, on écarte. Hein, bon, et les dames, elles sont âgées, elles peuvent plus lever le bras trop haut, donc puis elles peuvent plus aller dans l'allée du jardin, donc elles écartent où elles peuvent, quoi. Voilà, hein. Et écarter. Et j'ai mis étendre. Eh ben vous voyez, voilà. C'est en ce sens. On l'a lu qu'une fois. Eh oui, mais moi j'ai remarqué. C'est en ce sens que je dis que, voilà, ça se travaille à voix haute. Vous voyez, j'ai pas écouté assez longtemps pour entendre qu'il fallait mettre écarté au lieu d'étendre. Je dis pas qu'étendre est pas, il tient sa place. Mais écarter eût été à la fois plus tonique du point de vue à l'oreille, plus tonique à l'oreille, vous voyez, et plus juste. Voilà. Je cherche toujours ça, vous voyez, le mot le plus expressif, celui qui va procurer la sensation, et en même temps le mot le plus juste. Hein, il faut pas lâcher la justesse de l'expression et sa précision pour obtenir une sensation sensationnelle. Vous voyez, parce que là, sinon, on fait de la grosse artillerie phénoménale. On fait pas un texte qui se tient. Voilà. Et moi, je suis tout le temps sur cette corde raide. Voilà. Donc, y compris, vous voyez, dans tous les exemples que nous avons été amenés à lire, que j'ai lu, que vous avez lu, exemple, enfin morceau, je les pose pas comme exemple, morceau. J'aime bien ce mot de morceau pour parler de passage de texte. On lisait des morceaux choisis à l'école. Moi, j'aimais beaucoup ça, morceaux choisis. Voilà. Bon, eh bien, ça a été travaillé comme ça tout le temps. Et c'est pour ça que j'aime lire à voix haute.
en public, vous voyez, parce que c'est comme un écho inversé de ce temps qui se situe comme à l'amont des textes quand ils sont sur l'établi et quand celui qui écrit, celui qui peint ou la personne qui est dans l'acte de création est dans ce que j'appelle la haute solitude, comme on parle de haute montagne. On est seul avec sa phrase et son corps et sa phrase, vous voyez. Hein. Et de l'autre côté de la publication, il y a des moments comme ça, en aval, hein, où on peut, donner à entendre et oui, j'ai presque envie de dire partager au sens fort du terme le texte, voilà. Hein. Et j'aime infiniment ces moments-là, les uns faisant écho aux autres, voilà. Hein. Et c'est pour ça que je veux tout le temps qu'il y ait de la lecture à voix haute dans les rencontres, vous voyez. Hein. Bon. Et quitte à dire que quand je dédicace ce livre, maintenant je barre étendre, je mets écarté à la place. Bon, on va continuer sur le vocabulaire, justement. En fait, ça a un peu l'air d'être la même question, mais c'est pas tout à fait la même. Tu crois que ce sera mieux? Oui. Bon, voilà, après on refermera. On le refermera pour comme vous. ça. Trop près. Il y a de l'écho. Voilà, c'est très bien là. Alors, moi je repars de quelque chose qui a été cité tout à l'heure, à savoir la proposition, j'ai beaucoup cherché mes mots sans les trouver tout à fait. Il me semble que le vocabulaire est aussi le lieu où le lecteur vous retrouve, pour peu qu'il ait déjà lu certains de vos textes. C'est le lieu où l'on vous reconnaît. Je donne quelques exemples, pas beaucoup. Les petits garçons sont drus. Il y a des beautés qui sont irrémédiables. On fait maison. Le bleu, comme adjectif ou comme substantif, est lié au paysage heureux. Ça, on reconnaît, on retrouve. Mais il y a aussi des trouvailles, des surprises, parfois drôles, comme les hyperboles qui disent les seins de Gordana dans Novi. Oui. J'en donne 2 exemples. Il est question de cataclysmique éruption. Il est question de chair inouïe. Il y a aussi des alliances incongrues. Il y a un sourire dégoupillé qu'on retrouve à plusieurs endroits. Il y a, alors je sais pas pourquoi j'aime tellement ça, un célibataire récidiviste qui ouvre des tas d'horizons extraordinaires. Il est question à un moment d'une cuisse gaillarde et comblée. En fait, elle est capable de tout. Sur un tout autre registre, il y a des choses émouvantes, en fait. Il est question d'une violente dévotion, et c'est une histoire d'amour. Il est question de douceur d'orage. Donc la densité de vos textes passe par cette abondance, souvent énumérative, et on peut y voir une forme d'allégresse. Et je vous demanderais bien comment vous définissez cet aspect de votre travail. On n'est plus dans le rythme, là, on est dans autre chose. Alors, la question du lexique. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage alors c'est Colette, et je crois que c'est dans la maison de Claudine. Il y a cette anecdote que j'aime beaucoup. Claudine raconte que enfant, elle était absolument persuadée que le mot presbytère désignait un petit escargot. Le mot presbytère, voilà. Et elle trouve donc un jour sur le mur dans le jardin, elle trouve un petit escargot très charmant qu'elle cueille dans le creux de sa main, qu'elle apporte à sa mère en lui disant maman, regarde le presbytère que j'ai trouvé. Et c'est là que sa mère lui révèle que le presbytère, c'est la maison du curé, c'est pas un petit escargot. Voilà. Et elle dit, Colette dit à quel point ce rêve, voilà, cette rumination, cette jubilation dans l'intimité des mots dont on n'a pas la clé, comme on parlerait de la clé d'un secret, et lui est consubstantielle, enfin l'a accompagné toute sa vie. Alors moi je fais partie des gens qui ont eu cette chance, voilà. Hein. C'est-à-dire que dès que j'ai eu accès
au lexique, alors à l'école, vous voyez, un lexique qui n'était pas celui de la famille. Je vais revenir sur le lexique vernaculaire le lexique de la famille, mais au lexique qui n'était pas celui de la famille, c'était au lexique officiel. Dès que j'y ai eu accès à l'école, eh bien, je crois que j'ai eu ce rapport extrêmement jubilatoire aux mots, pour leur sonorité, pour ce qu'ils évoquaient. Et comme pour toutes sortes de raisons, j'avais compris très tôt, enfant, qu'il y avait des questions qu'il valait mieux pas poser, je ne demandais pas forcément le sens des mots. Je restais comme ça à tourner autour de leur parfum, de leur couleur, de leur moirure, de ce qu'ils évoquaient en moi, de ce qu'ils ouvraient en moi comme perspective, avant d'en avoir éventuellement la clé, soit par contexte, soit parce que je finissais par poser la question. Voilà, ou pour aller voir dans un dictionnaire. Mais les dictionnaires, j'ai eu accès tard aux dictionnaires, vous voyez. Donc toute cette rêverie comme ça, vous voyez. Cette chorégraphie intime et rêveuse et engagée comme ça autour des mots, elle m'accompagne encore aujourd'hui. J'en découvre des nouveaux. Moi, je n'ai fait connaissance avec le mot térébrant qu'il y a à peu près 2 ans. Auparavant, je ne connaissais pas le mot térébrant. Une pensée térébrante, c'est une pensée qui ne vous lâche pas, qui vous creuse de l'intérieur, qui creuse en vous des galeries souterraines. Voilà. Et vous voyez, c'est quand même merveilleux d'avoir des mots comme ça. Donc moi, je n'en finis pas de célébrer mes épousailles avec les mots. Bon, alors, ça c'est une chose. L'autre chose, l'autre source, si vous voulez, c'est non pas la langue officielle, celle à laquelle l'école m'a donné accès, mais le terreau de la langue familiale. Alors, on ne parlait pas le dialecte chez mes parents. Mes parents parlaient français entre eux éventuellement. Ils parlaient ce qu'on appelait le patois. D'ailleurs, on n'employait jamais le mot dialecte. Ils parlaient ce qu'on appelait le patois, mais ils ne voulaient pas que nous, les enfants qui ont né en 60, parlions cette langue. Donc, ils parlaient français, mais ils parlaient leur français était très fleuri, très chargé comme ça. J'ai presque envie de vous dire fourré de l'intérieur, comme on le dit d'une bonne frangipane, vous voyez, qui fourre la galette. Leur français était fourré de l'intérieur par ces formules comme ça, vous voyez, très imagées, dont je ne savais pas d'où elles sortaient, mais qui provenaient probablement du fond comme ça du dialecte. Vous voyez, ils avaient des expressions imagées. Faire maison, par exemple, je l'ai pas inventé. Voilà, faire maison, je l'ai pris comme ça. Voilà, ça m'a traversé. Et j'ai comme ça un trésor, vous voyez, je faisais partie de ces enfants qui écoutaient beaucoup. Quand on sent qu'il vaut mieux pas l'ouvrir, on écoute. Voilà. Donc j'ai beaucoup écouté et ça s'est déposé en moi comme ça en couches, vous voyez, successives, et ça a fermenté. Voilà. Et la langue officielle, la langue, familiale, la langue du milieu aussi, les mots pour le travail, qui étaient extrêmement précis. Je crois que mon goût assez féroce de la précision, je le tiens de ça notamment, vous voyez, parce que la langue pour le travail, elle était très précise, parce que sinon on se plantait dans le travail, on faisait pas le bon geste, on n'avait pas le bon outil, donc il fallait le mot juste à la juste place. Je crois que cette obsession que j'ai du mot juste à la juste place, elle vient aussi de là, voilà, et pas seulement des études de lettres que j'ai faites par la suite, voilà, vous voyez, bon, et quand je suis au travail, je cherche à faire remonter le mot pour rendre compte, et là je prendrai un mot césanien, de la sensation au plus juste, voilà. Et ce mot, il faut le faire remonter, ça c'est du lexique, et ensuite il faut lui donner, dans la chorégraphie de la phrase, ou dans son architecture, la bonne place, pour qu'il rende tout son jus là où il est. Voilà. Bon, ça c'est du travail, et aussi c'est de l'instinct, c'est du guet. Ce que j'appelle faire poser, l'attente, faut attendre. Parfois on n'attend pas assez longtemps, et on va pas assez loin, vous voyez. Bon, et c'est du désir aussi, moi je garde intact depuis toujours ce désir éperdu et cette confiance éperdue dans la langue pour s'enfoncer dans le monde, quoi, et le déployer, voire le consoler, il en a besoin. C'est une confiance, oui, c'est ça. C'est comme une confiance et une passion qui ne finirait pas. Vous voyez ? Bon. Et je me méfie de moi-même. Évidemment, vous voyez, mon dru, là, j'adore cet adjectif, mais je l'utilise trop. Je l'utilise trop, je le chasse. Alors aujourd'hui, on a quand même, je ne suis pas
une grande prêtresse de la numérisation du monde, hein. Mais donc en principe papier crayon, et ensuite j'engrange le texte dans l'ordinateur, et ensuite avec le traitement de texte Word, je cherche rechercher, suivant, précédent. Je l'examine, je l'élimine, il remonte. Je le dis pour Dru, mais voyez. Alors, il y a des adjectifs qui sont plus faciles à chasser, hein. Térébrant, par exemple, une fois, hein, pas trois. Coruscant, une fois, pas trois. Mais Dru tout le temps. Non, n'exagérons rien quand même. Non. Mais vous voyez donc, et l'énumération, la liste. Moi, j'aime infiniment la liste et je sais pourquoi. Hein, voilà. Bon. Et il y a des précédents, hein. Si vous allez chercher un peu chez Giono, vous allez en voir, hein. Il y va, il craint rien en matière de litanie. Bon. Mais je me méfie aussi parce que ça devient un tic d'écriture. Vous voyez, hein. Et le point virgule. Ah, alors bon, j'ai un peu cessé de me torturer avec ça parce que le point virgule, je dis toujours, et ça n'est pas une coquetterie, hein, le maître absolu du point virgule, c'est Gustave Flaubert. C'est le patron. Hein, voilà. C'est le patron des écrivains morts et le patron des écrivains vivants, c'est Pierre Michon. Bon. J'en suis là, moi, hein. Bon. Et donc, le point virgule. J'ai des grosses crises de point virgule, quoi. C'est-à-dire que, et j'ai vu dans certains de mes textes, il y en a, dans une phrase, là, il y en a 7 ou 8 qui succèdent. Bon. Je me dis, faudrait quand même mettre un point, bon, et faire des, pour l'instant, j'arrive pas à lui résister, quoi. Voilà. Voilà. Et j'en suis là. Vous voyez, j'en suis là. Mais par exemple, pas de point d'interrogation. Non. Pas de point d'exclamation. Jamais. Pas de point de suspension. Jamais. Alors, interrogation, exclamation, je trouve ça obscène du point de vue typographique sur une page, parce qu'une page, ça a une tenue aussi. Ça se voit. C'est un paysage, une page. Vous voyez? Alors, le point d'interrogation et le point d'exclamation, c'est ça, je les trouve disgracieux. Voilà. Donc, je les veux pas. Le point de suspension appartient à Louis-Ferdinand Céline. Je peux pas l'utiliser. J'ai l'impression de faire du sous-Céline. Donc, je l'utilise pas. Alors que c'est un sacré signe. Et je ne sais pas utiliser, je trouve beaucoup trop explicite les 2 points. Voilà. Et je ne sais pas, à la différence de Claude Simon, par exemple, utiliser le tiret et la parenthèse, dont lui est un virtuose. Voilà. Mais il me reste pas grand-chose, hein. Je vais le dire. Il me reste le point, la virgule, le point virgule, et attention, l'absence de virgule, ce que vous avez relevé, c'est-à-dire les moments où entre plusieurs mots de même nature grammaticale, plusieurs adjectifs, plusieurs verbes à l'infinitif, j'enlève les virgules. Vous voyez, ça fait ce que j'appelle une bordée. Vous voyez, hein, une bordée, ou pour le dire avec un terme un peu plus connoté, ça fait une giclée de mots, et je suis bien placé pour savoir qu'elle va rentrer comme ça, hein, dans la viande, hein, du lecteur, parce qu'elle passe d'abord par la mienne, hein, et que je tiens qu'une expérience de lecture, c'est aussi une expérience du corps, voilà, hein, une sorte d'engagement, et que si le texte se tient, on n'en sort pas tout à fait comme on y est entré. Voilà, on a vécu quelque chose, voilà, voilà, et je l'éprouve ce quelque chose en travaillant le texte, et j'espère que quelque chose s'éprouve en le lisant. Et pas la même chose, évidemment. Non. Pas la même chose. D'autant plus que tel lecteur va déployer tel silence, que tel autre ne déploiera pas pour toutes sortes de raisons, puisqu'il y a dans mes textes beaucoup de silence. Ce que vous avez appelé là, hein, je lâche. Oui. Je vous lâche. Hein, mais le lecteur est grand. Oui. Hein, on peut lui faire confiance. Hein, il va continuer. Vous savez, c'est comme quand on apprend aux enfants à faire du vélo. À un moment donné, hop, hein, et puis ils partent au vélo. Hein, bon, voilà. Et depuis le début, moi, j'ai fait confiance au lecteur et je lui donne du travail. Donc, on peut ne pas avoir envie de ça. Hein. Je donne du travail en ce sens qu'encore une fois, il y a des choses qui sont pas dites, voilà. Et vous avez employé le mot dialogue tout à l'heure. Moi, je parlerai pas de dialogue, je parlerai de voix. Il y a des voix dans mes livres, mais il y a jamais de dialogue parce que le discours direct, je sais pas faire. Hein, donc, il y a des voix. On entend comme ça des paroles enchâssées dans la matière du texte. Alors, dans mon chantier actuel, là, celui qui est sur l'établi, si tout va bien, hein, parce que je rame, mais je pense que on entendra davantage, non pas des voix
qui se font écho, mais plutôt des voix qui se répondent. Je crois que pour eux, la première fois, j'approche du dialogue. Vous voyez, ça fait presque 30 ans que j'écris. Hein. Vous voyez, et je crois. Mais j'ai encore beaucoup de travail à faire. Vous voyez, donc c'est toujours pour moi une expérience, voilà, et un travail. J'aime bien le mot travail. Je dis volontiers, c'est pas du tout une coquetterie. Je m'applique moi à l'établi. Vous savez, comme ces élèves qui s'appliquent, quoi. Voilà. Et ben voilà, je gomme, je recommence. Voilà. Et parfois, je sais que je suis pas allée assez loin. Voilà. Et c'est en ce sens que je dis qu'un texte n'est jamais fini. Vous voyez ? C'est-à-dire que il y a ce moment, je vais y être bientôt là avec le texte qui est sur le chantier. En ce moment, vous voyez, il y a ce moment où je le lâche, le texte. Sinon, je le massacre. Je le rabote tellement que voilà, hein. Ou alors, vous savez, toujours pareil, clavier supre. Il y a un moment où je peux plus le supporter. Donc, là, j'ai des protocoles. J'envoie à ma lectrice. J'ai une chance inouïe, j'ai une lectrice qui s'appelle Agnès, qui lit tous mes textes avec un crayon en papier, page à page. Tapuscrit, bien sûr, hein. Voilà, je lui envoie le texte, elle le veut pas sur écran, hein. Donc je l'imprime, je le lui envoie, et elle corrige, avec un crayon en papier. Elle corrige tout, hein. Elle souligne, elle rature, elle entoure, elle dit oui, elle dit pauvre, elle dit cliché, elle dit voilà. Hein. Et ensuite on se voit, et on a chacune notre jeu, on examine page par page. Certaines de ces propositions, pour certaines de ces propositions, je les accepte immédiatement. Je dis oui, c'est vrai, là t'as raison. Je mets la point virgule ou je l'enlève. Voilà. Pour d'autres, je lui dis non, ça sera pas négociable. Voilà. Hein. Et pour d'autres, je sais pas, je laisse. Voilà. Hein. Et ensuite, une fois qu'elle est partie, elle me laisse son jeu. Hein, de texte, vous voyez, je reprends page après page, en fonction des directions. Hein, je suis du verbe suivre toutes les pistes qu'elle a ouvertes. Je ne fais pas tout ce qu'elle dit, mais je réinterroge entièrement le texte. Vous voyez, voilà. Ça c'est énorme, hein, parce que moi je peux pas aller plus loin avec lui. Voilà. Ensuite, il y a une autre étape. Une fois qu'Agnès a fait ce travail, je le donne à mon éditrice, qui fait son travail d'éditrice. Hein. Je vous donne un exemple. Elle va me dire, elle m'a dit, je m'en souviens très très bien, sur l'annonce, il y a trop de subjonctifs plus que parfaits. Elle a dit, ça amidonne la langue. Le verbe amidonner, vous voyez, c'était extrêmement juste. Hein, voilà. Et donc, j'ai repris tous les subjonctifs plus que parfaits, j'en ai gardé certains, j'en ai remplacé d'autres. Par un conditionnel, passé, hein, ou bien par une autre tournure, vous voyez. Voilà, ça j'adore, les interventions techniques, grammaticales, ça me passionne. Voilà, hein, voilà. Et après ça, le texte s'en va. Taille la route. Hein, voilà. Et moi, en général, toujours, j'ai déjà un autre chantier en route. Hein, et je dis volontiers que, si vous voulez, il en va de l'écriture comme de la ligne d'horizon. Vous savez, quand on marche, il se déplace en même temps que nous. Hein, ben voilà, l'horizon d'attente de la phrase irrémédiable, justement, hein, eh bien, il se déplace toujours, hein, au fur et à mesure d'un chantier à l'autre. Voyez. Et c'est une boutade que de dire que le jour où j'aurai le sentiment d'avoir atteint la ligne d'horizon, ça ne sera pas bon signe. Hein, voilà. Hein. Donc, j'ai cette grâce de marcher toujours dans ce désir d'écriture, voilà, au chantier. Vous n'engrangez pas que des mots. Il est dit d'un de vos personnages que quand il racontait une histoire, il procédait par embardées digressives, mais qu'il retrouvait toujours le fil de son récit. Or, vous-même, quand vous écrivez, vous tissez dans le fil de la narration, soit des portraits de quelqu'un, soit des retours sur le passé, soit vous suivez une association d'idées. Autre remarque, dans nos vies, la narratrice a appris jeune à regarder et se souvenir, dit-elle. Et elle fait des moissons et brassées d'observations. Il semble que cette capacité, c'est la vôtre. Vous n'engrangez pas que des mots, vous engrangez des scènes. Et c'est ce côté de votre métier qui est fascinant, parce que vous ne nous perdez pas, effectivement, mais on est en zigzag dans le texte, et ça nous a fait penser au fait que certaines scènes doivent être suffisamment frappantes pour vous, pour qu'elles soient à la fois des nouvelles, et puis insérées dans un texte. La communion qu'a lu tout à l'heure Geneviève, qui est extrait d'un livre, est une nouvelle aussi dans l'histoire. Donc c'est cet afflux de scènes
comment gérez-vous? Est-ce que vous faites appel à l'imaginaire tout de même pour trouver une histoire? Pouf, pas l'air, hein? Bon, voilà. Donc, Non, voilà ma question. Merci. Je n'ai pas du tout le sentiment de faire appel à l'imaginaire. Je dis volontiers que je n'invente rien, mais que je réinvente tout. C'est-à-dire que ma marge de fiction, elle se trouve dans le préfixe ré. Voyez, je pars toujours du réel. Et je lui fais une grande confiance pour être infiniment plus délirant, plus indépassable que tout ce que je pourrais jamais imaginer moi. Hein? Donc je pars du réel et je pense que la plupart d'entre vous sont bien placés pour savoir qu'il suffit de le regarder, le réel, de se pencher sur le terreau des familles ou des villages pour savoir à quel point ce sont des nids à histoire. Les histoires sont partout. Et encore une fois, elles sont bien plus charnues, drues, et invraisemblables, que tout ce qu'on pourrait, en tout cas, que tout ce que je pourrais moi jamais imaginer, ça c'est sûr. Donc, je pars toujours du réel, et pour éviter ce que j'appelle les effets de collision fâcheux, c'est-à-dire de reconnaissance, c'est-à-dire que la personne qui devient personnage soit reconnue et éventuellement brocardée, voire mise au pilori, parce que ceux qui la reconnaissent, ou elle-même d'ailleurs, se reconnaissant, s'estiment floués, ou estiment que voilà, ceci, cela, etc., ça ne convient pas, et qu'il aurait fallu faire autrement, et que voilà, et qu'on se lance dans des polémiques qui font le buzz, ça c'est sûr, mais qui moi personnellement me font fuir, voilà. Donc pour éviter ça, j'ai appris, parce que dans mes premiers livres c'était pas tout à fait au point, j'ai appris à mettre en place ce que j'appelle des stratégies d'évitement, voilà, ou des rideaux de fumée. Donc je fictionne tout, je décale tout, je transpose tout. Je vous donne un exemple, la géographie de mes livres, tous les noms de lieux de mes livres. Je ne vois pas pourquoi je me fatiguerais à inventer des noms de lieux. La toponymie est tellement phénoménale, les noms de lieux tels qu'ils existent sont tellement phénoménaux, que tous les noms de lieux que j'utilise dans mes livres existent, mais ils ne sont pas là où vous irez les chercher. Vous pouvez toujours y aller. D'ailleurs, d'aucuns y vont. Ils font du tourisme littéraire dans la vallée de la Santoire. Eh ben, ils peuvent tournicoter un moment avec leur carte d'état-major. Parce que ma géographie est complètement fictionnée. Allez chercher à Chanterelle, l'établissement, hôtel, restaurant, etc., que je décris dans l'histoire du Fils, il existe, mais il n'est pas à Chanterelle. Voilà. Alors, ce qui me stupéfie toujours, c'est quand des lecteurs de bonne foi viennent me voir, me disent mais nous on y est allé à Chanterelle, il n'y est pas, voilà. Ou bien géographie non pas rurale, pas paysanne, puisque on a là affaire à une auberge, ce sont pas des paysans, ce sont plus des paysans dans l'histoire du Fils, ou géographie donc non pas rurale mais citadine, dans nos vies, il y a toute une partie de nos vies qui se passe au Franprix. De la rue du Rendez-vous. Bon, rue du Rendez-vous, c'est une rue dans le 12e. Je vais vous montrer comment ça marche. Le personnage séminal, et je vais revenir sur ce rapport entre la nouvelle et le roman. Le personnage séminal qui a vraiment, à partir duquel le texte de nos vies a commencé à exister, c'est une caissière. Elle s'appelle Gordana. Elle, j'ai pas pu changer son prénom. Je change toujours les prénoms. Elle, j'ai pas pu. Comment échapper à un prénom pareil? C'est pas possible. Donc je l'ai gardée. Vous voyez? Eh bien, elle, je vous donne un exemple. Elle était caissière au Franprix où je fais mes courses, dans le 12e, qui n'est pas rue du Rendez-vous, qui est avenue du docteur Arnold Netter. Vous entendez ça, cette adresse-là dans une phrase? C'est impossible. Non mais, vous voyez, question d'oreille. C'est pas possible. En revanche, juste à côté de l'avenue du docteur Arnold Netter, en perpendiculaire, il y a la merveilleuse rue du Rendez-vous. Je l'invente pas non plus, c'est extraordinaire. Donc je prends la rue du Rendez-vous, vous voyez, et je prends le numéro du Franprix qui est avenue du docteur Arnold Netter, je le place rue du Rendez-vous. Si vous allez à ce numéro-là, rue du Rendez-vous, il n'y a pas de Franprix. Eh ben, il y a des lecteurs qui y sont allés. Alors, Gordana, 2003-2004. 18 mois, elle est restée caissière. Elle avait, en effet, il y avait fait allusion, cet appât naturel, dont elle était largement pourvue,
la forme d'une poitrine tout à fait faramineuse. Bon, et donc j'étais pas la seule à être fascinée. Je passais toujours à sa caisse, même s'il y avait la queue à sa caisse et puis personne d'autre à la caisse voisine. Bon, et vous voyez, c'était un personnage. Elle faisait personnage naturellement, parce qu'elle avait le corps qu'elle avait, parce qu'elle avait une légère pointe d'accent et elle ne parlait quasiment jamais. Elle était extrêmement rogue et quand elle parlait, on sentait qu'elle avait une légère pointe d'accent, mais impossible à démêler. Voilà. Et parce que toutes les autres caissières la haïssaient et qu'elle le leur rendait bien. Eh bien ça, je peux vous dire, ça vous fait immédiatement une piste. Moi, quand je passais en caisse avec Gordana, j'avais le sentiment d'être sous le robinet narratif. Je le savais, parce que je suis toujours en état d'alerte. Donc jamais j'ai posé une question à Gordana, évidemment. Vous voyez, mais je savais que ça allait faire du texte. Donc c'était 2003-2004. Il y a d'abord eu une nouvelle que j'ai publiée au Chemin de Fer, maison d'édition avec laquelle j'ai travaillé une première fois, et puis avec laquelle je viens de retravailler à nouveau. C'est mon tout dernier texte qui s'intitule Vie de Gilles. Voilà. Donc j'ai fait une première nouvelle, écrivant cette nouvelle, publiant cette nouvelle. Je savais que j'avais pas fini. Et moins 2-3 ans après, voyez, j'ai repris la piste de Gordana, et c'est devenu ce roman très citadin qui s'intitule Nos vies. Voyez, donc un motif, ce que j'appelle un motif. Vous voyez, Gordana, elle fait motif, elle fait personnage. Et je vais d'abord travailler ce motif au sens pictural du terme. Je vais d'abord le travailler dans le format d'une nouvelle, voyez, pour assurer un peu mon pied, voir un peu où ça va, au flair, comme ça. Et dans cette nouvelle, il y a Gordana, et puis il y a 2 autres personnages, il y a un trio. Et quand je vais repartir sur cette piste, des années après, très naturellement, sans que j'y ai pensé, sans que je l'ai prémédité, je vais voir que l'axe va se déplacer et que Gordana ne sera plus le personnage central. Le personnage central sera Jeanne Santoire, qui était un des personnages secondaires de la nouvelle. Vous voyez, ça va se déplacer comme ça, l'axe va se déplacer. Voilà. Et il y a un personnage masculin là-dedans, vous voyez, par exemple, qui s'appelle Horacio Fortunato. Je l'aurais pas inventé, ça. C'est le nom et le prénom d'un élève portugais que j'ai eu en classe de 5e, l'année scolaire, je pense que c'était 1991-1992, à Longjumeau, dans l'Essonne, dans un collège où j'étais professeur. Et j'ai eu cet élève une année. Et ben cet élève, il m'aimait tellement qu'il m'attendait au portail, vous voyez, il m'attendait pour me porter mon sac. Je pouvais pas l'empêcher, Et les autres se fichaient pas de lui, Et il a, vous savez, c'était un de ces élèves qu'on n'oublie jamais parce que il était différent, comme on dirait aujourd'hui, infiniment vulnérable et d'une infinie bonté, voilà, et d'une noblesse qui le rendait d'autant plus vulnérable. Voilà, et ben lui, je l'ai inscrit, voyez, et je l'ai inscrit avec la fête de son nom. Son nom est une fête pour l'oreille, Horacio Fortunato. Il n'était pas tellement Fortunato, Horacio, mais il était, voilà, vous voyez. Et c'est comme ça que se tissent les textes. Donc, les motifs, ils abondent comme ça dans le réel. Je les sélectionne pas. Je suis bombardée tout le temps. Et quand je suis à l'établi, je vais faire remonter dans la même phrase Horacio Fortunato 1991-1992, et Gordana, 2003-2004. Hop, Alors comment voudriez-vous que, et pourquoi m'astreindrais-je une narration strictement linéaire? Le champ de notre conscience n'est pas linéaire. Les champs CHNT et le champ CHNP de notre conscience, il est constamment traversé par des réminiscences, par des désirs d'avenir, par des sensations très immédiates et d'autres très anciennes. Enfin, notre conscience est feuilletée. Donc, la narration, le texte, l'est aussi, dans le premier jet. Ensuite, il faut bien entendu que je rende le maquis éventuellement un peu inextricable, que je le rende fluide. Ça, c'est le travail d'écriture, vous voyez, pour que ça soit parfois exigeant narrativement, j'en ai tout à fait conscience. On se dit, ouais, elle a oublié. Vous savez, comme les hommes politiques qui 9 fois sur 10 commencent une phrase et la finissent pas. Moi, je me targue de les commencer, mais de les finir. Voilà. C'est-à-dire que il faut bombarder. Il faut que je m'y tienne, quoi. Voilà. Mais ça fait partie du travail de la langue. Je sépare pas le travail de la langue et puis l'élaboration du sens. Vous voyez. Et donc,
il suffit parfois d'un petit adverbe, poup, hein, ou d'une petite subordonnée relative pour rééquilibrer l'axe de la phrase et rendre le récit fluide, hein, et faire en sorte que, encore une fois, ça soit intelligible. Il ne s'agit pas de livrer, vous voyez, encore une fois, un texte complètement inextricable. Hein, voilà. Mais j'ai beaucoup de mal à raconter, même à l'oral, hein, à raconter sans embarder. Voilà. Hein. Et au fond, je me rends compte, même le tout premier texte que j'ai écrit, hein, Liturgie, c'est une nouvelle, c'est une scène de toilette du dos du père par les filles le dimanche matin. Déjà là-dedans, il y a du passé qui cogne, il y a des perspectives d'avenir qui s'ouvrent, enfin, et il y a le comment dire, le vibrant labyrinthe de notre rapport à l'état, enfin, au moment que nous vivons. Enfin, et si tout ça était simple, ça se saurait. Hein. Donc la littérature, elle va là où c'est complexe, emberlificoté. C'est sa place. Donc moi, avec ma phrase, j'essaie d'y aller. Merci. On passe au thème. Je ne sais pas si j'ai beaucoup éclairé votre lanterne. Mais... C'est pas désembardé pour moi, parce que justement c'est fluide, mais enfin bon. On ne va évidemment pas parler. Ça marche ou pas? Non, il faut que tu pousses. Tu pousses le bouton. Ça. Là. Et puis pas trop fort, parce que ça saisit. C'est bon. Là, ça Voilà, va. oui, ça va être très bien. Oui, non, on l'a marqué, oui. On a évidemment sélectionné quelques thèmes qui nous paraissaient dominants. C'est trop fort? Non, ça va? C'est très bien. Voilà. Et en premier, peut-être, quelque chose qui saute à la figure quand on lit tous ces livres, à savoir le thème du corps. Et on va commencer par un détour, puisque Marie-Hélène Lafont veut bien lire un extrait Du Cézanne. Du Cézanne. Elle a écrit quelques pages avant, j'appelle paysage le corps du pays. Et il y a une assez extraordinaire description de la montagne Sainte-Victoire, voilà, qu'elle va vous faire entendre. Oui, donc c'est dans ce livre que j'ai publié à l'automne 2023 autour de Cézanne. Cézanne, des toits rouges sur la mer bleue, c'est une citation de Cézanne dans une lettre à Camille Pissarro. Il parle d'un tableau, une vue de l'Estaque, et il dit c'est comme une carte à jouer, des toits rouges sur la mer bleue. Et donc, il y a un texte dans ce livre qui s'intitule « Aller au paysage ». Là aussi, l'expression est de Cézanne, il écrivait à son fils « Je vais au paysage tous les jours ». Il y a les bords de l'Arc, hein. Je dis qu'il y a dans la vie de Cézanne une rivière, l'Arc, toute proportion gardée. Il y a dans ma vie une rivière, la Santoire. Et elles sont pour toujours inépuisables, ces rivières infimes. Hein. Bon. Et il y a aussi, et enfin, la Sainte Victoire. Au moins 1000 fois la Sainte Victoire. Sainte et carabinée, en majesté et en puissance. Sa carcasse immémoriale est antédiluvienne, son échine longue est plissée, ses contreforts trapus. Son mufle, sa croupe, ses flancs, ses plis, ses replis et ses fentes, ses blancs et ses gris épuisent l'horizon. Elle est massive, elle est aérienne, elle est impérieuse et tient le pays d'Aix sous sa coupe. Elle hausse le ton, elle est en colère, elle n'est pas aimable, ni agreste, ni champêtre, ni pittoresque. Elle est comme elle est, sans embâge, sans chichi, ni fioriture. La Sainte Victoire est une érection géologique. Elle est dardée, elle s'enfonce et parfois le ciel lui résiste. Il se cabre, elle aussi, et ça devient épique. On ne sait plus où la montagne commence, ni où le ciel finit. Ça s'empoigne sévèrement, ça se renverse, ça s'éreinte dans les gris, dans les verts, et les arbres, les bois, tout le reste du paysage halète et fait ce qu'il peut. Si vous permettez, j'ajoute juste une petite chose. On
On n'est pas promeneur. On n'est pas amateur. C'est une passion de chaque jour. On caresse la sainte et on la fouille de loin. On la mange des yeux de loin. On garde ses distances et elle aussi qui vous toise et vous tient à bout de regard. Si on y allait, si on y était, si on s'enfonçait en elle dans la joie des sentiers, si on grimpait, si on escaladait, on ne la verrait plus. On n'y verrait plus rien. On serait dévoré, englouti dans le ventre de la baleine, on serait perdu pour la peinture et pour la vie. Alors, Dans cette... ça veut pas. Dans cette description de la montagne césanienne, les images évidentes sont des images charnelles, Sexuelles même. Sexuées, moi j'avais dit oui, bon, sexuelles, allons-y. Obsédantes, qui disent la puissance de la montagne et aussi qu'il faut s'en tenir à distance, qui est peut-être aussi une définition du travail de l'écrivain. Les histoires de famille qui emplissent les films que se racontent vos personnages passent aussi par l'obsession du corps, du sexe, de la peau. L'hygiène est un thème omniprésent, que ce soit en famille ou au pensionnat. Ces corps, ce sont ceux des amants, voués aux amours de jour, quand ce sont les amants, ou bien, pour les couples mal assortis, aux travaux de la nuit imposés aux femmes, écartelées, broyées, violées, si on pense à la petite Yvonne de la nouvelle qui s'appelle Alphonse. À la violence des corps s'ajoute celle subie par les mal-aimés, solitude et désespoir qui mènent au suicide, parfois à l'assassinat. Certains disparaissent sans crier gare, beaucoup disent qu'il faut partir pour se sauver, changer de région. Dans les sources, la mère, battue, humiliée, part un dimanche et ne rentrera pas. Cette violence conjugale, qui avait été esquissée très tôt dans la nouvelle Alphonse, est développée assez tard dans votre œuvre. Était-ce impensable? Était-ce Impensable, était-ce insoutenable. Et insoutenable, ouais. Alors la question de la violence. Oui. Alors, bon, le corps, comment dire, quand je dis que j'appelle paysage le corps des pays, l'expérience du paysage au sens d'un corps qui vous prend au bras et vous embrasse, hein, et vous procure la sensation d'être à votre place, une sensation roborative et consolatrice. Hein. C'est une expérience dont je ne savais pas qu'elle était roborative, mais dont j'ai prouvé qu'elle était consolatrice, que j'ai eue dès l'enfance, dès la petite enfance même. Hein. Parce que j'ai eu la grâce de grandir dans un paysage qui vous fait cet effet-là, un paysage très efficient. Voilà. Hein, bon. Et cette comment dire, ce côté très charnel comme ça, hein, très engagé du rapport entre le paysage au sens corps du pays et puis le corps de l'enfant, hein, il est aussi inscrit chez moi par par l'enfance paysanne. Hein. Je grandis dans un monde où le paysage n'est pas un décor, on travaille le paysage puisqu'on est paysan. On le fane, on l'arpente. Hein. C'est un rapport beaucoup plus engagé, hein, avec ce que j'appelle aussi les choses vertes. Je n'emploie jamais le mot nature, je l'aime pas du tout. Hein, voilà. Hein. Mais donc, si vous voulez, ce lien extrêmement fort et engagé avec le corps, dans le corps du pays, hein, j'ai presque envie de vous dire, je suis tombée dessus ou tombée dedans dès que j'ai commencé d'être au monde. On n'a pas impunément commencé d'être au monde là où le hasard nous a plantés. Hein, voilà. Bon, ça j'y peux rien, c'est comme ça, et c'est une sorte d'impulsion première qui m'est donnée et de grâce aussi, hein, puisque c'est comme une histoire d'amour. Vous avez dit tout à l'heure qui ne finirait pas.
rapport au paysage. Hein. Bon, il y a le corps là-dedans, hein, et le corps avec lequel nous éprouvons le monde, avec lequel le monde truchement par lequel le monde nous éprouve. Eh bien, évidemment, dans le monde dans lequel je grandis, eh bien, il est d'abord un corps au travail, et il est un corps dans lequel la douceur, l'abandon n'ont pas de place, sont absolument interdits. Voilà, hein, frappés d'interdit. Bon, donc ça forge si vous voulez, j'ai presque envie de vous dire un registre, quoi. Vous voyez, un rapport au monde qui est présent dans tous mes livres. Hein. Quand vous dites, par exemple, des personnages, certains personnages donc qui sont dans une forme de solitude, etc. Moi, je les appelle les écrasés de famille. Bon, ben les écrasés de famille, ceux qui restent sur le carreau. Hein, on n'a pas besoin de les chercher beaucoup. Hein. Il y en a dans tous les registres pour toutes sortes de raisons différentes. Bon, et c'est vrai que dans mes livres, ils sont très souvent là, hein, et j'essaie de m'en approcher, voilà, hein, avec les moyens qui sont les miens, voilà, hein, et en ajustant la langue, hein, pour qu'elle leur fasse à la fois une place, un creux, qu'elle en inscrive une trace, voyez, avec une certaine douceur, ce qui n'était pas gagné. Hein, et avec le plus de justesse possible. Bon. Alors, je n'épuiserai pas ça. Vous voyez, hein, j'ai presque envie de vous dire, ça m'épuisera même. C'est l'inverse qui se passera. Hein. J'en ferai pas le tour, hein, de ces vies-là. Voilà. Hein. Alors, je pourrais évidemment aller vers des contrées plus exotiques, vous voyez, hein, vers des blocs de récits qui m'éloigneraient de ces sources-là, mais je crois que j'y trouverai pas ma place. Voilà. Hein. Donc je reviens comme ça. Ne glisse pas ailleurs, creuse sur place. C'est Robert Bresson, c'est dans les notes sur le cinématographe, et c'est l'exergue de mon deuxième livre. Ou le premier même, vous voyez, donc c'était déjà là, je savais bien, je sentais bien que si je continuais à écrire, j'irais m'enfoncer dans ces perspectives-là. Bon, alors il y a du corps, il y a de la solitude, il y a aussi un rapport violent, c'est vrai, très souvent, hein, à l'intérieur de la cellule familiale, entre les hommes et les femmes, un rapport très ritualisé, mais ça vient du monde dans lequel j'ai grandi, hein, où il y avait des places pour chacun et on n'en sortait pas, il y avait un rang, voilà. Bon, alors je n'en fais pas l'apologie, j'en fais la cartographie, hein, voilà. Bon, sans commentaire, sans surplomb, chacun s'arrange, hein, comme il peut. Voilà. Et je crois, mais je peux me tromper parce qu'on n'est pas, j'ai trop la tête dans le guidon, mais je crois que à partir de l'annonce, vous voyez, qui est un roman de 2009, hein, il y a dans mes livres un accès à une possible douceur qui n'était peut-être pas autorisée auparavant. Voilà. Hein. Bon. Je vous accorde volontiers que ce n'est pas ce qui apparaît immédiatement quand on lit les sources. Ah, je suis bien d'accord. Hein. Mais il se pourrait bien que les uns puissent quelque chose pour les autres, même dans cet univers-là, qui est un univers un peu abrupt, un peu rugueux. Et ce qui est absolument certain, c'est que le paysage peut quelque chose pour vous. C'est-à-dire vous voyez la beauté des choses et la confiance qu'on peut mettre en elles. Hein. Ça, je crois que c'est quand même présent, y compris dans mes livres les plus sombres. Hein, parce que je suis consciente de ça. Hein, ça a un côté rugueux, abrupt, vertical, vertigineux et sombre. C'est pas divertissant. Je dis toujours qu'on écrit les livres qu'on peut. Et ça n'est pas du tout un aveu de fausse modestie. Hein. Les nouvelles sont plus sombres que les romans. Parce que c'est plus condensé. Oui, c'est plus, si vous voulez, avec les nouvelles, comment dire,
la charge de violence est plus tendue. Voilà, hein, elle est plus dense, hein, dans les nouvelles. Hein. Et mais cela dit, enfin peut-être mesdames vous serez pas du même avis que moi, mais je pense, ça n'est peut-être pas apparu là immédiatement dans ce que nous avons dit cet après-midi, mais dans les nouvelles et puis dans nombre de mes autres textes, il y a aussi une forme d'humour. Vous voyez, hein, c'est pas complètement désopilant, hein, on se tape pas sur les cuisses en se roulant par terre, évidemment, mais il y a une forme d'humour qui permet la mise à distance. Parce qu'évidemment qu'il faut mettre à distance. Il faut s'arracher, sinon on crève la gueule ouverte. Hein. Bon. Donc, l'humour, ça sert aussi à ça. Hein. Vous voyez, dans Les Derniers Indiens, qui est un de mes livres les plus crépusculaires, hein, eh bien, il y a des passages sur les chiens, hein, puisque vous avez les centaures d'un côté et enfin vous avez les anciens et les modernes, hein, les centaures d'un côté et puis les paysans de l'autre côté, hein, qui vivent pas du tout de la même façon et qui s'observent les uns les autres en chiens de faïence justement. Et chacun, hein, chez les centaures, on a un chien, un Oscar, hein, qui est tenu, hein, et puis de l'autre côté en face, hein, on a des meutes imprécises de chiens tous plus dévoyés les uns que les autres qui copulent à tort et à travers, hein, voilà, hein, et vous voyez le récit canin. Hein, en général, quand je le lis, les gens sont très très surpris et ils rient. Voilà, hein, et ça me fait un bien incroyable. Moi aussi, ça me fait du bien. Hein. Alors que, encore une fois, Les Derniers Indiens, c'est 2008, c'est un de mes livres les plus, quand je dis crépusculaires, je sais de quoi je parle. Les plus, j'espère qu'il n'est pas amer, mais il est crépusculaire. J'espère que de l'amertume, il n'y en a pas. Moi, je n'en mets pas. Des gens. Oui, alors, Jean en a, Louis. Mais si vous voulez, même chose, hein, le rapport à la nostalgie. Hein, évidemment, quand on écrit ce que j'écris, alors là, ça, je peux vous dire que c'est une question qui se pose immédiatement. Hein, voilà. Hein, c'est-à-dire une écriture qui serait aussi une écriture qui inscrit une trace, hein, d'un monde toujours déjà en voie d'obsolescence. Vous voyez, étonné comme tel et qui se vit comme tel, d'où le titre. Voilà. Hein, sauf que, en l'occurrence, de nostalgie dans mes livres, moi, je n'en mets aucune, absolument aucune. Hein, c'est un registre auquel je suis totalement inaccessible. Mais j'ai très vite compris qu'il y a suffisamment de blanc et de silence dans mes livres pour que les lecteurs, éventuellement, apportent la leur et la déploient à leur aise. Hein, c'est l'auberge espagnole, la lecture. On apporte son manger. Hein, voilà. Donc, chacun s'arrange avec sa nostalgie. Voilà. Hein, et moi, j'écris dès mon 3e livre, il n'y a pas de vert paradis des enfances, on a réchappé des enfances. Hein, voilà. C'est clair. Je vais vous obliger à vous répéter un peu. Mais vous avez parlé tout à l'heure de liturgie, donc vous l'avez dit, un rituel du dimanche d'hygiène. Les premiers mots de mots, le livre de mots, oui. C'est le jeudi était le jour des pieds. Oui. Et ça raconte le mot procède aux soins des pieds de sa mère. Ces 2 nouvelles ont à peu près 5-6 pages, sont très précises. Alors que quand vous parlez des routines, vous avez même fabriqué le verbe en route sans routiner. Et c'est pas moi qui l'ai fabriqué, je vous raconterai. Bon, alors, c'est comme en passant. Et même, nous avons un pèlerinage de Claire, quand elle rentre au pays, ça vous est sûrement plus personnel, va retrouver des lieux qu'elle aime. Autre rituel. Et ce que je voulais vous dire, c'est que ces 2 liturgies et lavements de pieds sont, malgré toute leur précision, assez mystérieux. Et la connotation religieuse est troublante. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? C'est comme la viande et la chair. Moi, j'ai pas tellement l'intention de vous éclairer, parce que moi, j'aime bien qu'il y ait du trouble. Voilà, vous voyez. Hein. Et sur la question religieuse, je l'ai dit tout à l'heure en manière de boutade. Hein, j'ai été élevée, comme beaucoup de personnes de ma génération et de mon milieu, hein, dans la religion catholique, avec alors le baptême, je m'en souviens pas, la communion, le catéchisme d'abord, la confession. Oh. Alors ça, c'est inépuisable comme piste à l'histoire. Hein, bon. Et la communion, et 7 ans de pensionnat religieux. Hein, mais il y avait absolument, autour de moi, il y avait
je n'ai connu qu'une seule personne qui avait vraiment une foi vibrante, ardente, etc. La plupart des autres, à commencer par mes propres parents d'ailleurs, hein, étaient ce que j'appelle, vous voyez, des catholiques de tradition, voilà, mais il n'y avait pas de conviction. Et en ce qui me concerne, j'ai donc éprouvé tous ces rituels, j'ai grandi dans ces rituels. J'aime le rituel parce qu'il est infiniment rassurant. La répétition, c'est rassurant, voilà, et ça repère, ça donne des repères dans le monde, dans le chaos du monde. Donc le rapport comme ça très très consolatoire et très doux au rituel et à la répétition, il est extrêmement présent dans tous mes livres, et vous avez raison de dire que souvent il s'attache à des rituels du corps, donc à des rituels d'hygiène par exemple, hein, de toilette, et évidemment dès qu'on s'approche du corps, eh bien il y a du trouble, voilà, hein, et je laisse ce trouble être troublant, voilà. Je n'ai pas du tout l'intention de fournir au lecteur du prêt à sentir et du prêt à penser, hein, à ressentir, oui, toujours la sensation, hein, celle de voilà, c'est le maître mot de Cézanne, la sensation, hein, voilà, l'émotion, oui, hein, mais voilà, flécher, hein, ici cela, ici ceci, enfin j'exagère, vous voyez, mais enfin c'est voilà, commenter, surplomber, juger, classer, cataloguer. Non. Donner à voir, à sentir, à flairer, tenter d'incarner, le verbe s'est fait cher, toucher au plus près, hein, voilà. Et c'est tout. Après, vous vous débrouillez, hein, y compris parfois en étant traversé d'un trouble, hein, qui reste comme ça, suspendu comme un brouillard, hein, dans les limbes de la page. Vous venez d'employer le mot chair, mais il est remplacé la plupart du temps par le mot viande. Oui, je l'aime beaucoup. Et Paul, dans l'histoire du Fils, nous dit que c'est parce que justement chair, c'est trop connotation religieuse, catéchisme. Voilà. C'est juste une citation en plus, pas de trouble. Mais le mot viande, je l'aime aussi à cause de son étymologie, ça vient de wiwenda, c'est-à-dire c'est ce qui sert à vivre. Hein, je dis que la matière verbale, c'est la viande des mots. Vous voyez, c'est aussi c'est souvent dans ce sens-là que je l'emploie. Hein. Alors, j'ai encore une petite question qui est un corollaire des précédentes. Dans votre monde, dans ce monde où la propreté, la tenue du corps sont essentielles, quand il y a une exception, par exemple la mère de Roland, dans la nouvelle du même nom, cette femme échappe au rituel de propreté, et pour cette raison elle est monstrueuse. Ça, c'est une des raisons qui font qu'elle est monstrueuse. Et donc dans ce monde de la propreté, les odeurs sont souvent une manière de définir les êtres. Cela peut être violent, comme l'odeur de la nini, qui fait fuir les enfants dans la nouvelle confession. Ça peut être aussi d'une grande douceur, comme au tout début d'Histoire du Fils, dans le premier chapitre avant la grande catastrophe, il y a un petit garçon, Armand, il déchiffre le monde par odeur. Qui dit des choses, je vous lis juste quelques lignes. Il s'applique un moment à penser aux phrases grises de la tante Marguerite et à son odeur, cendre froide et saucisson sec. Il réfléchit beaucoup aux odeurs et aux couleurs des gens, des choses, des pièces ou des moments. Georges sent la confiture de prune. Quand la tante la laisse cuire longtemps en été dans la bassine de cuivre, il sent cette confiture à ce moment précis, pas quand on l'étale sur des tartines au goûter en hiver. Amélie sent la rivière, au printemps, la rivière haute des neiges fondues. Paul sent le vent et la lame froide des couteaux qui sont dans la cuisine et qu'ils n'ont pas le droit de toucher. Pour sa mère, il hésite et ça change tout le temps. La neige quand elle devient bleue le soir au bord du bois, le café chaud, elle sent rouge aussi certaines fois. Pour le père, la soupe de légumes peut-être, mais il ne trouve pas vraiment. Il s'arrête, ça se fige à l'intérieur de lui, et il préfère ne pas insister. Est-ce que, pour vous, les odeurs, les parfums sont une façon privilégiée d'accès au monde? D'accès au monde, absolument. Oui. Et ça, je ne le savais pas avant de commencer à écrire, mais c'est absolument évident, hein, parce que
dès mes premiers textes et parfois de façon très forcenée, le registre olfactif s'impose, quoi. Mais je crois que c'est une expérience assez banale. On se souvient beaucoup par odeur. On ne sait pas qu'on se souvient par odeur, mais on se souvient par odeur. Par exemple, les lieux. C'est absolument incroyable, comme entrant parfois dans une maison, on y retrouve, vous voyez, comme rester intact, prise dans ces recoins secrets, hein, l'odeur d'une autre maison. Hein, et ça nous restitue tout un monde. Hein, c'est vraiment une corde extrêmement sensible dans le registre des sensations. Hein, et ça, je n'en avais aucune conscience avant de commencer à écrire, mais assez vite, ça m'est apparu. Et c'est vrai que c'est un registre que je travaille au sens où on travaille une patte picturale. Je le travaille beaucoup parce que il est, infiniment riche. Voilà. Hein, et je crois aussi qu'il est très très lié, encore une fois, au fait que j'ai grandi dans un monde où on est traversé par des odeurs extrêmement fortes. Hein, et là, je ne les classe pas selon les bonnes et les mauvaises. Hein, je dis que quand vous êtes enfant dans une ferme, hein, c'est pas la même chose que d'être enfant dans un appartement au 5e étage d'un immeuble cossu dans le 16e arrondissement de Paris. C'est pas le même registre et il est beaucoup plus large. Hein. Et puis il y a les odeurs du dedans, les odeurs du dehors. Hein. Tout le registre des cuisines, hein, des odeurs de cuisine, des odeurs des mangeailles, hein, qui sont du côté des femmes, hein, et puis tout le registre des odeurs liées au travail, hein, les odeurs des corps des hommes quand ils remontent, quand ils reviennent des endroits où ils ont travaillé, hein, le corps des hommes quand les hommes sont paysans, hein, par exemple, hein, charrie des odeurs extrêmement fortes. Hein, voilà, hein, on peut trouver que ça pue, hein, ça c'est pas la question, hein, mais je peux vous dire que ça élargit votre registre, hein, et ça s'inscrit. À moi ensuite de trouver les mots pour, voyez, pour, et je reconnais, il est extrêmement présent. Mais par exemple, je vais vous donner un exemple. Je vous parlais tout à l'heure des interventions d'Agnès, vous voyez, ma lectrice. Quand j'ai donné le manuscrit d'Histoire du Fils à Agnès, tout le premier tableau, hein, celui donc qui se situe, dont vous avez lu certains passages, qui se situe le jeudi 25 avril 1908. En fait, c'est le dernier que j'ai écrit. Hein. C'est le premier dans le livre, mais c'est le dernier que j'ai écrit. Bon, eh bien, tout ce premier tableau qui doit faire une quinzaine de pages dans le livre, ou une dizaine, vous voyez, hein, oui, c'est ça, une dizaine de pages. Hein, et il y avait des notations olfactives dans tout le tableau, réparties, vous voyez, sur ces 10 pages. Agnès, elle les avait toutes entourées au crayon, et elle avait mis une flèche qui allait vers l'arrière. Et elle m'a expliqué, elle m'a dit, les notations olfactives, tu devrais les rassembler au début. Hein, et ben, elle avait raison. Donc j'ai repris tout le texte, intervention technique, ça j'adore. Hein. Et ces notations olfactives, je les ai concentrées, il y en a dans la deuxième partie du texte, mais je les ai concentrées dans les 3-4 premières pages. Vous voyez, voilà. Hein. Et ainsi, le petit personnage, ce petit garçon, ce fugitif et fugace petit garçon de 4 ans et demi, hein, qui est un pur miracle dans le matin d'avril, hein, eh bien, il va exister, il va s'incarner d'une façon extrêmement intense, hein, beaucoup plus dense, hein, que si juste se laisser les notations éparses dans les 10 premières pages. Vous voyez, bon, eh ben ça, hein, et je l'ai pas trouvé toute seule, voilà, hein, donc grâce soit rendue à ma lectrice Agnès, d'une part, et d'autre part, hein, je le fais, vous voyez, quand même à l'instinct et à tâtons, hein, voilà. Hein. J'ai pas fini l'exploration de c'est inépuisable le registre olfactif. Ouais. Et il m'est arrivé, expérience que vous avez peut-être eue, hein, les uns ou les autres, d'être parfois provisoirement privé c'est-à-dire il y a des moments, vous voyez, où on sent plus, hein, parce que voilà, maladie, etc. Hein, enfin. Ça peut paraître anodin, vous voyez, mais ça l'est pas du tout. Hein. On n'appréhende pas du tout le monde de la même façon. Il y a une opacité d'un seul coup du monde, vous voyez, hein, qui est oui, je suis extrêmement sensible à ce registre-là et j'ai bien l'intention de continuer à le travailler. Ouais. Il va falloir qu'on abrège, donc je vais juste... Toujours on abrège. Nos questions à nous pour laisser la parole. Mais quand même, on est obligé de parler que beaucoup de vos romans se passent dans le monde rural. Et même dans le monde paysan.
Alors, j'allais circonstances préciser exténuantes. ça. Hein. 3, précisément, sont des nouvelles, bien sûr, se déroulent dans une ferme. Bon, alors je passe tout ce que je voulais dire, sauf que Il se déroule. plan général sur le temps long, si bien que vous donnez une impression d'une espèce d'intemporalité de cette vie paysanne. Or, non, oui, justement, ça bouge. Bon, désolé pour le micro. Je vais juste lire, pour que vous réagissiez, ce que dit Joseph dans le roman Joseph. Est-ce que vous voulez que je le lise? Bon, Attendez, vous passez-le avez moi. juste une phrase. Oui, voilà, c'est ça, mais je vois. Hein. Ah. Joseph, donc, hein, se souvenait des maisons, des bêtes, des prés, des bois, des gens, de ce que ça avait été, de ce que ça devenait. Ça devenait quelque chose de mieux ou de moins bien. Il n'aurait su le dire, quelque chose d'autre. Les gens et les bêtes mouraient, mais pas les prés, pas les terres, pas la rivière, tout se conservait. La pérennité de la nature, vous n'aimez pas, désolé, je le glisse. Bon, lui croit à la pérennité de la nature. Est-ce que la vôtre est bien préservée? Alors, si vous voulez, cette question de l'historicité du monde paysan, hein, elle est cruciale, elle est politique, elle est cuisante, hein, on le sait bien. Hein, et je peux pas faire comme si elle n'existait pas. Hein, mon rapport à ce monde paysan eût été très différent si j'étais né dans une grande ferme là, des plaines qui entourent, que j'ai traversé ce matin en venant de Poitiers à ici par exemple, vous voyez, ou de la Beauce. Hein. Moi, je suis né dans une petite ferme familiale à 1000 mètres d'altitude. Hein. Élevage, vaches, par exemple, fromage. Vous voyez, hein. Donc c'est je veux dire qu'il n'y a pas une paysannerie, il y a des mondes paysans, c'est extrêmement complexe. Et évidemment que l'histoire leur passe dessus. Évidemment. Hein. Donc, dans mes livres, elle passe aussi, cette histoire. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, si vous prenez Joseph, hein, ou si vous prenez les derniers Indiens, hein, le rapport à la matière paysanne des Santoirs dans les derniers Indiens, hein, et leur expérience n'est pas du tout la même, hein, que celle des voisins et de Joseph. Hein. Et dans Joseph, par exemple, Joseph, il est ouvrier agricole, il se termine dans une ferme en attendant le départ dans la maison de retraite. Il sait que la façon dont lui et ses patrons ont travaillé est terminée. Et que le fils, après eux, fera autrement. Mais il fera quelque chose, le fils. Il continuera, il en a le désir, il en a le souhait. Il fréquente. Sa femme ne sera pas paysanne. Couple mixte. Hein, c'est-à-dire, l'homme est à la ferme et la femme, hein, apporte un salaire dont on a besoin. Ces considérations font partie du matériau littéraire aussi, les considérations économiques. On peut pas écrire sur le monde paysan à partir du monde paysan, d'un certain monde paysan, et ne pas mêler, hein, des considérations, encore une fois, très très concrètes. Hein, comment on mange, quoi. Comment on vit. Hein, comment une ferme qui est une entreprise reste viable à la limite comme ça, hein, vous voyez, de façon très très fragile. Bon, tout ça est présent dans mes livres. En même temps, je suis pas sociologue, je suis pas économiste, je prétends pas du tout déployer une vérité, je suis pas une passionnariat, je suis pas un porte-parole. Hein. Je fais ce que je peux avec l'angle de vue qui est le mien, qui n'a rien d'universel. Hein. Mais certains de mes livres se situent dans le monde rural, je confonds pas monde rural et monde paysan, hein, et plusieurs d'entre eux, en effet, hein, vont dans cette anfractuosité, hein, du monde paysan qui est celle que je connais bien, hein, c'est-à-dire ces fermes familiales dans lesquelles on a encore aujourd'hui, hein, avec les périls qui sont ceux du monde contemporain et les enjeux notamment climatiques, hein, et les enjeux écologiques qui sont absolument fondamentaux, on a une ténacité à continuer qui est absolument incroyable, vous voyez, hein, et elle s'inscrit aussi dans mes livres, cette ténacité à continuer, hein, et c'est ça dont Joseph, qui est ouvrier agricole, encore une fois, hein, rend compte par cette perception qu'il a. Hein. Et puis aussi, si vous voulez, évidemment que la façon dont on est paysan avec 50 hectares ou avec 150 hectares, hein, change un paysage. Évidemment, c'est pas le même. Hein. Et ces évolutions-là, si on a un peu d'œil, on les voit très vite. Hein. En même temps, si vous voulez, la force, l'énergie, l'élan, hein, de ces paysages dans lesquels, encore une fois, j'ai eu la grâce de grandir, elle est là, quoi. Elle était là
des milliers d'années avant ma naissance, elle continuera à y être quand je serai poussière depuis longtemps. Et ça, quand on a grandi dans ces lieux-là, c'est même pas qu'on le sait, on le sent. Vous voyez, ça fait partie de votre expérience du monde. Voilà. Et donc ça fait aussi partie de mes livres. Ce rapport-là, hein, voilà, qui peut paraître un peu sommaire peut-être, hein, mais qui est là. Je pense qu'on va. Je crois que pour pouvoir passer la parole un peu au public, je voudrais juste dire un mot de conclusion. Si on devait retenir un mot pour qualifier votre œuvre, ce serait le mot justesse, qui renvoie un peu à ce que nous disions au départ sur l'aspect musical de vos textes, le mot justesse, parce que je ne sais pas si vous chantez juste, mais c'est sûr que vous écrivez juste. Voilà. Et donc la parole est au public. À moins que vous vouliez répondre. Bien sûr. Oh non, j'ai chanté 3 ans dans un chœur. Je crois que je ne chantais pas faux. Non. C'est là que j'ai appris à respirer la phrase. Ah, fondamental pour l'expérience d'écriture. C'est pas là que ça se passe, hein. Ni là, bien sûr. C'est là que ça commence. Voilà. Si vous voulez, si vous avez des questions à poser à Madame Lafont. Oui. Est-ce que vous avez jamais eu l'envie d'apprendre à fond une langue qui n'est pas celle que vous écrivez? Soit une langue étrangère, mais à l'apprendre vraiment, pas seulement à faire des versions. Soit évidemment la langue de vos ancêtres. Vous savez l'occitan? Non, je vais répondre à votre question, monsieur. Non, je ne sais pas l'occitan. J'en sais des bribes. J'ai essayé de dire tout à l'heure que je sens à quel point la façon dont mes ancêtres, jusqu'à mon père et ma mère, la façon dont ils parlaient le français était travaillée par le fait que eux étaient nés bilingues, en quelque sorte, hein. Mais moi je ne le sais pas. Et un de mes regrets dans la vie, hein, mais je n'aurais pas eu cette énergie, ou je n'aurais pas mobilisé mon énergie pour ça. Un de mes regrets dans la vie sera de n'avoir jamais eu, et je crois que c'est trop tard maintenant, justement un rapport suffisamment intime à une autre langue que la mienne, hein, pour être par exemple avec l'italien, la langue italienne par exemple, vous voyez, dans cette sorte d'intimité, hein, qui est celle que j'ai avec la langue française. Ça non, c'est une expérience qui me manque pour toujours. Vous voyez, comme de n'avoir pas su jouer d'un instrument. Par exemple, vous voyez, hein, je l'ai écrit quelque part, hein, eh bien je n'habite que ma propre langue. Alors je suis latiniste et helléniste, mais évidemment que ça ne relève pas de l'intimité que je tente d'avoir ou que je crois avoir avec la langue française. Donc ça, vous voyez, monsieur, c'est une porte qui se ferme derrière moi, et je sais qu'elle restera fermée. Parce que voilà, à l'âge que j'ai maintenant, si je veux encore écrire quelques livres qui se tiennent, je vais avoir besoin de mon énergie pour ça, quoi. Et pas pour. Donc je réponds comme ça à votre question, monsieur. Oui. Je me demandais, j'ai écouté sur votre travail depuis longtemps en parler. Je me demandais si vous répondiez parfois à la commande. Oui. Et à ce moment-là, comment vous vous en dépatouillez par rapport à votre rapport au langage? Oui. J'aime énormément la commande. Ah oui. Ah oui, énormément, parce qu'elle me fait aller là où je ne serais pas allée proprio motu par manque d'audace et de confiance. Ah oui. Vous voyez, hein. Donc relève au fond de la commande plus ou moins tous les textes que j'écris pour accompagner des photographies. Et alors l'expérience, je l'ai vécue avec vous, hein, qui êtes là, avec vous, Claude, Sophie, et puis avec vous, Monsieur Marchetti, parce que donc on me propose, ça se passe toujours comme ça la commande, hein, on me propose, hein, de travailler avec avec un peintre, un artiste, avec un photographe, et on me dit est-ce que vous éventuellement on me montre, vous voyez, les photographes par exemple, on me montre des photos et on me dit est-ce que vous pourriez écrire, pas faire un commentaire,
pas écrire sur, écrire à partir d'eux, en écho. Hein. Et pour les photos, par exemple, eh bien, je regarde, je tâte, je tourne autour, etc. Et je me dis, parfois je me dis, non, ça va pas être possible. D'autres fois, je me dis, oui, ça serait formidable, mais j'ai pas le temps. Le temps. Bon. Et donc, à ce moment-là, eh ben, il m'arrive de dire non. Hein. Et quand je dis oui, comme je l'ai fait pour Paysanne, ou comme je l'ai fait avec vous, hein, voilà. Hein, donc, je vous envoie un texte. Hein. Alors, dans votre cas, ça s'est passé comme ça, et ça a donné le livre qui est là, qui s'intitule Sapin, hein, parce que y a eu le texte et il y a eu votre travail pictural, voilà, hein, et les deux se sont épousés, vous voyez. Hein, ça, c'est toujours une surprise merveilleuse, hein, voilà. Et moi, ça m'a fait, vous voyez, ce texte Sapin, par exemple, là, je l'ai extrait d'un autre bloc et puis je l'ai retravaillé, hein, dévissé, revissé, retourné, hein, pour voilà, lui donner comme ça une autonomie qui a fait qu'il a pu entrer en respiration, en écho avec votre travail. Voilà. La commande, c'est chaque fois une aventure et j'aime beaucoup ça. Voilà. Le Cézanne, ça possède une commande. Hein. Qui suis-je pour me mêler d'écrire sur Cézanne? Jamais de la vie. J'ai aucune autorisation à écrire sur Cézanne. Hein. Voilà. Et il y a donc un éditeur qui m'a travaillé au corps pendant 18 mois quand même pour que j'accepte. Hein. En me disant, vous choisissez n'importe quel peintre. Le peintre que vous voulez. Voilà. Vous avez, tout est ouvert. Donc, j'ai choisi Cézanne et puis je me suis autorisée à écrire des variations libres sur Cézanne. Voilà. Et je ne regrette pas du tout de l'avoir fait. Ça a vraiment été une expérience. Voilà. Et ces expériences d'écriture, elles sont toutes profondément liées, de manière très intime, avec les textes que je publie sous la forme de romans ou de nouvelles. Vous voyez, on y retrouve mes obsessions, et il y a du dru, il y a du corps, il y a du rituel, il y a de la répétition. Enfin, je dis volontiers que j'écris, depuis que j'ai commencé à écrire, une seule coulée textuelle, et je prélève des morceaux et ça fait des livres. Vous voyez, hein. Donc, la première fois où j'ai osé écrire des proses poétiques, c'était à l'invitation d'un photographe. Vous voyez, hein. Donc, vraiment, la commande, ça me pousse, quoi. Ça me pousse, ça me tire, ça me rend plus audacieuse que je ne suis, parce que je ne suis pas audacieuse, parce que j'ai pas confiance. Hein. Voilà, donc, pourvu que ça continue, la commande, quoi. Voilà. Et j'aime aussi beaucoup travailler avec donc j'ai fait allusion tout à l'heure à Gordana, cette nouvelle, vous voyez. C'est une maison d'édition qui s'appelle Le Chemin de Fer, qui a 20 ans, et parce que, alors souvent, en plus, ces maisons-là, elles font des beaux livres. Vous voyez, hein. Elles font, voilà, des objets qui font honneur à tenir entre ses mains. Vous voyez, hein, qui ont quelque chose de singulier et de rare. Hein, voilà. Et donc, ça a été le cas avec vous et avec Le Chemin de Fer. Vous voyez, ils associent toujours un texte et le travail d'un artiste. Hein, voilà. Et je me retrouve, moi j'envoie mon texte là, Vie de Gilles, vous voyez, hein, j'envoie 2 nouvelles et bon, je reçois comme ça en boomerang un travail de peinture qui me met au-dessus de moi-même et qui met mon texte au-dessus de lui-même. Vous voyez, hein, et voilà. Et puis le livret est beau, les papiers sont beaux, voilà, et ça fait honneur. Donc j'ai dit tout à l'heure une expérience de lecture, une expérience aussi d'écriture, voilà, qui me déplace et qui élargit peut-être un peu ma palette, vous voyez. Voilà. On se croyait pas capable d'eux, puis finalement si. Voilà. À défaut d'apprendre l'italien. Un peu de nostalgie. Je vais vous poser une question. Je suis pas venu à la commande, hein. Je suis venu sur invitation. J'en suis très heureux parce que vous décrivez un paysage d'enfance que je connais bien. Je voudrais que vous reveniez un peu sur l'histoire du mot, parce que je trouve que le mot, quelquefois, quand on écrit un peu, le mot, il est complètement enfoui dans le cerveau, c'est-à-dire qu'il vous vient spontanément, et vous, votre justesse du mot, comme si vous l'aviez complètement oublié, et que vous l'aviez imprimé dans l'enfance, de quelque chose que vous aviez regardé, et qui vous vient subrepticement. C'est ça, ce mécanisme, je vous explique, que le mot qui vous vient spontanément dans l'écriture, mais qui va être torturé, essoré pour vraiment avoir le mot le plus juste. Et je trouve que c'est intéressant la manière dont vous décrivez le processus. Mais je ne peux que le décrire, le processus, vous voyez. Je peux pas l'analyser. Je veux dire par là que il y a des résurgences de façon de dire, de mots avec lesquels
je suis comme ça en familiarité ancienne, et qui vont remonter comme ça, vous voyez. Et puis il y en a d'autres donc plus récemment acquis, voilà. Et il y a une sorte de, oui, il y a une jubilation, ça c'est sûr. Est-ce que vous les avez oubliés ou finalement Oubliés, non. Photographiés à un moment donné, Non. imprimés? Non. Non. Non, moi je laisse, je prends jamais de notes, par exemple. Jamais, Donc je laisse cette, le flot comme ça, vous voyez, de la langue battre comme ça sur le rivage, voilà. Et ce qui s'inscrit, ce qui reste, ce qui remonte là où au moment où je l'attendais pas, vous voyez, c'est un processus très organique qui me dépasse complètement. Et ça me fait penser à une chose, votre question, monsieur. Par exemple, vous avez dit tout à l'heure le verbe s'enroutiner. Le verbe s'enroutiner. Oui. Je me suis enroutinée là. Je suis restée là, quoi. J'avais l'intention de repartir, puis je suis pas repartie. J'y ai passé ma vie. Voilà. S'enroutiner. Voilà. Eh bien, ce verbe-là, par exemple, vous voyez, je l'ai entendu un jour prononcé par un artisan qui était venu chez moi, qui avait fait une clôture. Après, on prenait le café, et il me dit, mais moi, je suis pas d'ici. Je suis du Puy-de-Dôme, me dit-il. T'es pas bien loin, Bon. Et donc, il me dit, je suis arrivé là, pour le boulot. Fait, voilà, il me parle comme ça. Et puis, je me suis enroutinée là. Oh là. Bon. Et il y avait passé sa vie. J'entends ça. Waouh. Alors, évidemment que je vais pas dire au type, oh, monsieur, c'est admirable, je vais pas prendre une note devant lui. Rien, je dis rien, mais je me dis, waouh. Et le s'enroutiner, vous voyez, 3 jours plus tard, il était dans mon texte, quoi. Voilà. Alors, il aurait pu y être 10 ans plus tard. Juste pu éventuellement même l'oublier. Tant pis. Vous allez me dire, vous devriez noter. Non. Parce que si je commence, j'en finirai plus. Et puis j'y arrive pas, quoi. Je suis... Donc, non. Je crois, monsieur, au processus organique. Non, mais c'est ce que je veux dire, c'est que vous l'avez tellement ciselé que quand vous écrivez un mot, vous le ciselez, vous le patinez, et là, le mot le plus juste va sortir parce qu'à un jour, il a été dans votre cerveau. Peut-être. C'est ça ce que je sais pas comment ça marche. Je sais pas, monsieur, comment ça marche. Ouais. Mais vous avez peut-être raison. Madame, vous voulez demander quelque chose? Oui. Alors moi, j'ai jamais lu vos livres encore, et je crois avoir compris ce que vous appelez le monde paysan. Est-ce que vous pourriez me définir ce que vous appelez le monde rural? C'est si vous voulez, dans un territoire, quand moi j'étais enfant, je pense qu'il y avait à peu près encore largement plus de 10% de la population française qui pratiquait le métier de paysan. Aujourd'hui, il y a moins de 2%. Donc, si vous prenez un canton, vous avez un pourcentage infime de paysans, et tous ceux qui habitent ce canton et qui ne sont pas paysans sont quand même des ruraux. Donc voilà la différence, vous voyez. Donc si vous êtes, je sais pas moi, épicier dans un bourg de 1200 habitants, vous êtes rural, vous n'êtes pas paysan. Voilà. Donc dans mon premier livre, par exemple, vous voyez, mon premier livre, il est rural. On est dans un village, mais le personnage principal est électricien. Il y a un personnage disruptif, comme on dit aujourd'hui, qui est vétérinaire. Il y en a un autre qui est menuisier, vous voyez. Il y a une institutrice, voilà, et une bibliothécaire, tout à fait, et un instituteur. Une bibliothécaire et un instituteur, et c'est rural, c'est pas paysan. Il y a une épicière, enfin, vous voyez, et les paysans sont là en lisière, mais ils sont pas au centre du terrain. Voilà ce que je veux dire, vous voyez. Et j'ai conscience que ma prédilection paysanne, elle est très inscrite dans mon propre itinéraire sociologique, évidemment. Voilà. J'ai autre chose à vous dire par rapport au mot enroutiné. Oui. Alors, moi aussi, je suis pas d'origine directement paysanne, mais mes grands-parents étaient paysans, comme beaucoup de Français. Occitans. Donc, moi, j'ai beaucoup entendu de l'occitan francisé. Oui, bien sûr. Voilà. Mes parents parlaient beaucoup un occitan francisé. Bien sûr. Oui. Je vais vous donner un exemple d'un mot que j'aime énormément et dont j'ai cru jusqu'à l'âge de 14 ou 15 ans qu'il était dans le dictionnaire. Je ne suis d'ailleurs jamais allé le chercher puisque je croyais qu'il y était et que j'en connaissais le sens, donc j'avais pas besoin d'aller le chercher. C'est le verbe qui est dans Joseph, amirer,
A-M-I-R-E-R. Donc verbe du premier groupe, ce qu'il y a de plus simple. Hein, j'ai toujours entendu mon père dire on va amirer, il faut amirer, oh, il est même pas fichu d'amirer. Enfin bon, qu'est-ce que ça veut dire amirer? Ça veut dire pour les races de vaches comme les salaires ou les aubracs, qui sont des races de vaches qui ne donnent pas le lait, on peut pas traire si on n'a d'abord pas mis sous le pied de la vache le veau. Hein, le veau commence à téter la vache, le lait vient, on enlève le veau, on l'attache en général au pied de la vache avec une corde et manu militari, hein, on lui demande pas son avis. Hein, et puis le paysan qui traite, il s'assied, jadis, hein, c'est la traite à la main, et puis il traite, hein, et puis ensuite éventuellement il en laisse un peu pour le veau qu'il remet, hein, et qui va finir. Voilà, amirer, faire venir. Vous voyez, voilà, amirer. Bon, ben, ce mot-là, il est dans Joseph. Il est exactement dans Joseph. Il n'est pas en italique. Hein. Il n'y a pas d'astérisque. Hein. Il n'y a pas de notes. Attendez, c'est pas un dialecte amérindien. Hein. Et je fais pas d'ethnologie. Je suis pas ethnographe. Donc il faut qu'il soit coulé dans la phrase, parfaitement fluide, parfaitement compréhensible, qu'il fasse pas obstacle. Ça c'est mon boulot. Hein, voilà. Hein. En plus, on peut éventuellement y mettre un peu d'humour. Donc je le fais considérer ce mot. Je le fais regarder. Hein, par la belle-sœur de Joseph, qui déteste les pecnos, qui les trouve tous plus crasseux et nuls les uns que les autres, hein, qui veut pas les voir, hein, et qui méprise complètement cet usage et qui les trouve débiles, hein, de tenir à un usage pareil aussi archaïque. Hein. Et en plus, la belle-sœur de Joseph, hein, elle est complètement flaubertienne. Hein. Elle habite Croissé, hein, à côté de Rouen, hein, et elle s'appelle Caroline, comme la mère et la sœur de Flaubert. Hein. Donc c'est une créature flaubertienne, vous voyez. Donc voilà, moi quand j'écris, je tiens les deux bouts de la chaîne. Le verbe amirer, j'ai grandi avec, et Flaubert, j'en ai mangé. Hein. Donc je vois pas pourquoi j'associerais pas les deux. Et Flaubert fait honneur à Joseph, hein, ouvrier agricole. Eh oui, qui est le fils de Félicité, la félicité d'un cœur simple. Est-ce qu'on arrêterait là pour que vous ayez le temps, éventuellement, une question? Il y a un doigt levé là-bas. Ah oui, pardon. Je n'avais jamais lu vos livres, donc j'ai été obligée d'en lire. Ah. Je vais être obligée d'en lire. Je ne suis pas du tout sensible aux mots. Ah. Mais pas du tout. Ah. Alors, vous nous dites que vos livres ne racontent pas d'histoire. Moi, je trouve que Ils en vous racontent. racontez des histoires, Oui. mais pas du genre le petit chaperon rouge, Grantin. Ah, quoique. C'est-à-dire que ce sont des voix qui sont juxtaposées, Mm-hmm. me semble-t-il, Mm-hmm. et qui évoquent un monde aujourd'hui disparu, Mm-hmm. qui est le monde rural paysan des années 70. Mm-hmm. Et il y a quelque chose qui m'a frappé dans ce monde-là, que je connais un peu, c'est que j'ai cherché les bêtes, les animaux. Elles y sont. Elles y sont. Dans les trois qui se passent en à plus. Oui, il y a les vaches, oui. Il y a les chiens. Il y a les vaches. Il y a les... oui, alors ça, c'est dans l'annonce. Ça, pour le coup, madame, ça tient à mon, vous voyez, moi, les chevaux, je sais pas faire avec. Du tout. La figure de l'âne est assez restreinte parce qu'il y en a qu'un et il fait toujours la même chose. Vous verrez quoi. Et donc, il y a que des vaches. C'est vrai, hein, honnêtement, je connais, mon registre animal est assez limité. Je sais rien faire avec les moutons ni les chèvres. Faut voir d'autres écrivains pour ça. Violaine Béraud. Et il y a des chiens, parce que dans les fermes dans lesquelles j'ai grandi, il y avait des vaches et des chiens à vaches. Mais c'est un peu limité, c'est vrai. Hein. Ça m'a frappé, parce que dans mon enfance, il y avait des bestioles, grosses, Elle aussi. petites. Il y a des lapins aussi. Hein. Alors, Oui. je vais utiliser des gros mots. Oui. Il me semble donc que vous avez deux professions. Vous êtes écrivain et prof. Professeur, oui. C'est... non, je ne vous attaque pas. Non, attendez. Pas intérêt. Alors, est-ce que c'est dichotomique ou c'est un enrichissement? Oh, c'est, comment dire, c'est une lutte à couteau tiré, hein, avec le temps. Ça c'est sûr, hein. Mais non, c'est pas dichotomique du tout.
Hein, je dis toujours que j'ai mené une double vie, mais ça c'est vraiment pour des questions de, entre guillemets, de gestion d'agenda, etc. Je dis que j'ai mené parce que je vais être à la retraite bientôt, donc voilà, comment dire, le chapitre du métier de professeur va se clore. Hein, mais c'est pas dichotomique du tout parce que le pays que j'habite c'est la langue et j'enseigne le français, le latin et le grec à des collégiens, donc j'enseigne la langue. Je suis dans la langue, alors parfois avec des vertiges infinis, mais aussi avec beaucoup de, le sentiment d'être dans une transmission essentielle et de tenter de faire au mieux, voilà, sur mes différents fronts de vie avec la langue, hein, d'écrire des livres qui se tiennent dans une langue travaillée et de transmettre à mes élèves quelques viatiques de langue. Donc on y est, quoi. Enfin, j'essaye en tout cas. Hein. Non, le problème c'est juste qu'il faudrait 36 heures par jour et pas 24, vous voyez, pour pouvoir être un peu plus comment dire, un peu plus détendu peut-être, vous voyez. Lire davantage par exemple. Voilà, lire davantage, ça c'est vraiment je lis dans le temps arraché, j'écris aussi dans le temps arraché, vous voyez. Puis quand certains d'entre vous, j'imagine, ont été ou sont professeurs, quand on arrive devant les élèves, il s'agit pas de leur dire, ah ben non, vos copies sont pas corrigées, je suis allé faire le zouave à Tours et à Poitiers, hein. Et puis le dimanche, je me suis reposé, hein. C'est pas comme ça que ça marche. Vous voyez, il faut être à fond, quoi, sinon ça se passe pas bien, ou il y a rien qui se passe. Donc ça demande une grosse discipline et une certaine exigence. En ce sens, là, pour le coup, parfois, c'est ce que j'appelle le à couteau tiré. Voilà. Parce que vous êtes prof de lettres classiques. Oui, je suis professeur de lettres classiques, oui. D'accord. Donc, et c'est pas, alors je sais pas, hein, je vous dis les mots me touchent peu. Donc, c'est pas une opposition d'enseigner les lettres classiques en 2025. Ah, pas du tout, pas du tout. On est à l'essentiel, on est à la source de notre langue. Le latin est à la source. Ah non, c'est pas du tout une opposition. Il va vouloir dire, est-ce qu'il y a des classes encore qui le font? Ah ben bien sûr qu'il y a des classes qui le font, sinon j'aurais pas d'élèves. Oui, bien sûr. Alors évidemment, si je puis dire, là, à mon avis, dans les 10 prochaines années, ça aura complètement disparu, hein. Mais c'est encore là, quoi. Et avec, si vous voulez, moi, si vous voyez mes petits latinistes là, je disais ça tout à l'heure, c'est une anecdote, hein. Je faisais de l'étymologie, je leur fais manger de la déclinaison, de la conjugaison, ils adorent ça, hein. Les gamins, ils aiment le technique. Les interventions techniques dans la langue, c'est du Lego, hein. Et on faisait de l'étymologie jeudi, et ils sont, non, c'était lundi dernier, ils sont en 5e, ils ont 12 ans, non, 4e, pardon, 13 ans. Et donc, pater, mater. Eh bien, donc l'étymologie autour de pater, mater, le père et la mère. Eh bien, les jeunes filles d'aujourd'hui, elles me disent, madame, il y a matriarcat et patriarcat. Elles me disent, comme mots qui viennent de pater et de mater, hein. Eh ben, c'est à la pointe, quoi. Hein, vous voyez, hein. Et elles ont 13 ans. Moi, à leur âge, je savais pas ce que c'était patriarcat et matriarcat, hein. Je savais ce que c'était que admirer, mais le patriarcat et le matriarcat, j'étais en pleine dedans, mais je voyais pas, hein. Elles savent pas admirer, mais elles voient. Vous voyez, donc, voilà, moi, j'ai pas une vision, je peux pas, madame, me permettre d'avoir une vision crépusculaire et désespéré complètement de mon travail de professeur. Sinon, je me tape la tête contre les murs depuis 98 ans. Et je suis dingue, quoi. Voilà. Donc, j'ai choisi de voir le verre à moitié plein. Et la belle énergie des élèves, je dis toujours que c'est ce qu'il y a de mieux dans le métier de professeur. Hein, voilà. Et parfois, il faut l'attiser, l'énergie. Hein. Il faut l'attiser. Merci. Donc, je voulais remercier le trio de dames vaillantes, hein, qui m'ont mise à la question. C'est pas facile parce que j'ai la langue bien tendue. Et vous remercier aussi d'avoir été aussi, attentif, hein, écoutant, avec vos dents, avec vos pieds, avec vos mains, et merci pour ce truc ému. Merci pour ce moment où on était ensemble, quoi. Voilà.